Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui revient tout le temps. Pourquoi nos gouvernements ont-ils l'air de tant ramer pour piloter l'économie? On l'entend partout. Quand l'économie va mal, on se dit « mais que fait le gouvernement? Pourquoi il ne règle pas le problème ?» Eh bien, si seulement c'était aussi simple. En réalité, on va voir que leur marge de manœuvre est beaucoup plus limitée qu'on l'imagine. Il faut vraiment oublier l'image d'un tableau de bord avec des gros leviers à actionner. L'économie, c'est plutôt un puzzle immense et complexe où toutes les pièces n'arrêtent pas de bouger toutes seules. C'est un véritable casse-tête, un jeu d'équilibriste permanent. Allez, c'est parti, on va décortiquer ensemble les règles de ce jeu. Et la première chose à comprendre, c'est que les ennuis commencent souvent à la maison. Avant même de regarder ce qui se passe à l'international, un gouvernement doit composer avec des contraintes bien de chez lui. Alors, premier gros défi, le fameux ras-le-bol fiscal. On connaît tous un peu ce sentiment, non? L'impression de payer et de repayer des impôts sans forcément voir concrètement où va l'argent. Et attention, ce n'est pas juste une vague impression. Ça a des conséquences très directes sur la capacité de l'État à se financer et donc à agir. Ça nous amène à une théorie économique assez fascinante, même si elle semble un peu contre-intuitive au premier abord. La courbe de l'affaire. L'idée, en gros, c'est que si on augmente trop les impôts, à un moment donné, les recettes de l'État se mettent à baisser. Comment c'est possible? Eh bien, des impôts jugés excessifs peuvent décourager de travailler plus, d'investir ou même pousser certains à l'évasion fiscale. Résultat net, moins d'argent dans les caisses. C'est le fameux dicton « trop d'impôts tue l'impôt ». Et justement, pour alléger la facture, il y a deux grandes stratégies. D'un côté, la fraude fiscale, ça c'est clair, c'est illégal. De l'autre, il y a ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Là, c'est plus subtil. On utilise toutes les règles, toutes les failles du système, comme les fameuses niches fiscales, pour payer moins en toute légalité. Mais que ce soit légal ou pas, pour l'État, le résultat final est le même, moins de recettes. Deuxième défi interne, et il est de taille, l'influence des groupes de pression, qu'on connaît mieux sous le nom de lobby. Leur mission est simple, défendre les intérêts très spécifiques de leurs membres. Et le problème, c'est que ces intérêts privés entrent souvent en collision frontale avec ce qu'on appelle l'intérêt général. Et leur pouvoir est colossal dans des secteurs ultra puissants. On parle de l'agroalimentaire, de l'industrie pharmaceutique, de l'automobile, de la finance. Tous ces groupes travaillent activement en coulisses pour que les décisions politiques aillent dans leur sens. Prenons un exemple qui parle à tout le monde, le tabac. D'un côté, on a des associations qui se battent pour des mesures de santé publique. De l'autre, on a l'Alliance contre le tabac qui a accusé carrément le gouvernement de céder à la pression des industriels en refusant d'augmenter le prix du paquet. C'est l'illustration parfaite de cette bataille permanente entre l'intérêt de tous et des intérêts privés très puissants. Bon, on a vu les pressions à l'intérieur du pays. Mais maintenant, il faut lever les yeux et regarder au-delà de nos frontières. Car dans notre économie mondialisée, c'est une évidence, aucun pays n'est une île. C'est ce que les économistes appellent la contrainte externe. En clair, ça veut dire que plus une économie est ouverte sur le monde, plus elle commerce, moins son gouvernement a les mains libres. Une décision prise à l'autre bout du monde peut avoir des répercussions immédiates et massives chez nous. L'image qui illustre ça parfaitement, c'est celle du seau percé. Imaginez que l'État veuille relancer l'économie et verse un grand seau d'argent pour aider. Le problème, c'est que dans une économie ouverte, le seau est percé. Une grosse partie de cet argent va immédiatement fuir à l'étranger parce qu'on va l'utiliser pour acheter des produits importés. Du coup, la relance est bien moins efficace et, en prime, le déficit commercial se creuse. Et pour les pays membres de l'Union européenne, cette contrainte externe devient encore plus concrète, plus structurée. C'est un étage de règles en plus, des règles supranationales qui s'imposent à tout le monde. Oui, faire partie de l'UE, c'est un peu comme être dans un club avec un règlement intérieur très précis, surtout en matière de budget. Un pays comme la France, par exemple, n'a tout simplement pas une liberté totale sur ses dépenses publiques. La règle numéro 1, la plus célèbre, celle qu'on entend partout, c'est la fameuse limite des 3%. C'est gravé dans le traité de Maastricht. Le déficit public annuel d'un pays ne doit pas dépasser 3% de sa richesse nationale, son PIB. Et la deuxième règle qui va avec, c'est que la dette publique totale, donc l'accumulation de tous les déficits passés, ne doit pas excéder 60% du PIB. Ces deux chiffres, 3% et 60%, définissent vraiment le cadre budgétaire dans lequel les gouvernements de la zone euro doivent opérer. Mais le plus fou, c'est que parfois, les objectifs européens eux-mêmes se télescopent. Et on a un cas d'école parfait en France avec le projet de fusion, finalement abandonné, entre TF1 et M6. C'est là que le bât blesse. D'un côté, la politique européenne de la concurrence est là pour protéger le consommateur en empêchant la création de monopoles. De l'autre, il y a une politique industrielle qui voudrait créer des champions européens capables de rivaliser avec les géants américains ou chinois. Deux logiques totalement opposées.
Et le verdict est tombé, fusion refusée. L'autorité de la concurrence a estimé que ce nouveau groupe serait bien trop dominant, notamment sur le marché de la publicité, ce qui aurait pu nuire aux concurrents et, à terme, aux consommateurs. Dans cet arbitrage, c'est la protection de la concurrence qui a gagné. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, la grande leçon, c'est que piloter l'économie, ce n'est vraiment pas une science exacte. C'est un exercice de funambule, un numéro d'équilibriste permanent. Pour résumer, un gouvernement est constamment tiraillé entre 4 grandes forces. La pression de ses propres citoyens sur les impôts, l'influence des lobbies, les réalités de l'économie mondiale et pour certains, les règles d'un club comme l'Union européenne. Ça fait beaucoup de monde à contenter. Du coup, cette image d'un État tout-puissant qui contrôlerait l'économie d'une main de fer, c'est bel et bien une illusion. Une métaphore bien plus juste serait celle du navigateur. Un gouvernement ne contrôle ni le vent, c'est-à-dire l'économie mondiale, ni les courants qui représentent les pressions internes. Son rôle, c'est de tenir la barre et de tracer la meilleure route possible en s'adaptant sans cesse à des éléments qu'il ne maîtrise pas. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale et un peu vertigineuse. Dans notre monde si interconnecté, si interdépendant, que signifie encore vraiment le concept de souveraineté économique? La question reste ouverte. Merci de nous avoir suivis. Par là. Vous avez aimé le contenu de cette vidéo? Vous êtes nouveau sur cette page? Ici, on apprend en kiffant, pas vrai? N'hésitez pas à liker, vous abonner à Mon Campus Online, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à partager.